Alors nous voilà à Uppsala, en Suède, un petit peu au nord de Stockholm. C'est très joli, il fait un temps épouvantable, humide et froid. Mais les gens sont très sympas. Et je suis ici pour une session de négociation dans une institution européenne qui s'appelle un KIC, Knowledge Innovative Community. Et de ce point de vue assez privilégié, je vais essayer de vous donner quelques éléments de cours sur l'ordolibéralisme. Divisé en deux parties, un aspect chronologique et puis ensuite on reprendra le cours de façon plus théorique. Je voudrais commencer le cours par deux anecdotes. Alors faites attention aux anecdotes. Une anecdote, ce n'est jamais qu'une anecdote tant qu'on n'en saisit pas la chair, tant qu'on ne s'attache pas à comprendre réellement ce qu'il y a dedans et en faisant une analyse anthropologique. À partir de là, on transforme une petite chose qu'on voit en un fait social et qu'on comprend d'un seul coup beaucoup mieux les choses et surtout comment est-ce qu'on peut les saisir dans leur banalité, dans leur quotidienneté. Voilà. Donc, on retient bien, d'abord des anecdotes en guise d'introduction, ensuite une chronologie et ensuite on reprendra le cours. A tout de suite. Or donc, hier soir, après une longue session de négociation dans le cadre européen dont je viens de vous parler, j'étais donc au restaurant en train de manger et en discutant avec des partenaires européens et notamment des jeunes travailleurs et travailleuses dans les institutions européennes. Et j'ai rencontré pour la première fois un des plus beaux modèles qui m'était été donné de voir de, comment dire, pur produit de l'ordolibéralisme, c'est-à-dire quelqu'un qui a complètement incorporé tous les principes, toutes les valeurs, toutes les manières de penser contenues dans cette idéologie-là, et qui ne les connaît plus en tant qu'idéologie, pour qui c'est devenu quelque chose comme un impensé, de l'évidence. Alors évidemment, la discussion a été un peu musclée. Ce qui m'a blessé, vexé, c'est que c'était quelqu'un de jeune, qui avait probablement 25-26 ans, un doctorat en sociologie, de brillantes études, des humanités à l'échelle européenne, quelqu'un qui, après être né en Roumanie, avait fait des études à Paris, avait fait des études en Hongrie dans une école de sciences politiques payée par Georges Soros qui s'appelle CIO, donc en Italie aussi, enfin vraiment quelqu'un qui avait fait sa formation, on pourrait dire ses humanités européennes dans une manière classique, et qui pourtant était persuadé par exemple que la démocratie n'était pas un modèle souhaitable et pas un modèle qui se justifie par lui-même, qui est bon par lui-même. En quelque sorte, la démocratie est faible pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, elle permet sa propre destruction. Elle ne peut pas se protéger contre elle-même puisqu'on peut voter pour l'abolition de la démocratie. C'est un point qui a été beaucoup réfléchi en philosophie, notamment après l'élection du fils en Algérie, du Front islamique du salut, en 1991, si je ne dis pas de bêtises. Mais je peux en dire. Par ailleurs, il était évident pour elle que le meilleur cadre était un cadre de concurrence, mais elle parlerait plus de concurrence, elle parlerait de compétition, mais même pas en réalité, on parlerait plutôt de collaboration. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'émulsion permanente des entreprises, d'activités économiques qui se chevauchent, etc., dans une manière moralement acceptable, moralement juste. Vous voyez là où la concurrence de marché rencontre quelque chose de friendly, de funky, de mignon, de kawaii presque. Ce qui m'a marqué aussi chez cette jeune antidémocrate, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, elle n'accepterait pas le terme, mais elle porte cette méfiance de la démocratie et donc cette légitimité des institutions non élues. Elle ne pouvait par exemple comprendre le Brexit que sous la forme de les magazines ont manipulé l'opinion. Les gens sont des idiots, les gens sont des abrutis, sont un peu débiles, ça c'est ses propres termes à elle, et ont été manipulés par comment on appelle ça déjà, les tabloïds. Vous voyez cette espèce de mépris du peuple et de considérer, enfin de façon de penser le peuple comme un risque. Puis évidemment la justification des institutions non élues qui va avec. Le point le plus marquant, c'est l'incapacité de voir à quel point ces éléments de pensée, cette culture du politique était
relié à une position, une place des postes dans les institutions européennes, l'appartenance à une certaine élite européenne. Euh, Ces points d'idéologie-là, elle pensait l'idéologie comme quelque chose produit par un parti, et exclusivement produit par un parti. Ses parents avaient connu Ceausescu, la Roumanie soviétique, totalitaire, etc. Et donc pour elle, l'idéologie était connectée, une notion connectée à la gauche et un danger marxiste en quelque sorte. Elle était incapable de voir que ces éléments ordolibéraux étaient parfaitement idéologiques et ancrés comme un naturel, comme une façon de penser le monde absolument incontestable dans un certain milieu, c'est-à-dire celui des élites gouvernantes européennes. Voilà. Vous voyez comment cette expérience des négociations européennes euh, doit pouvoir être expliquée par une mise en cadre, euh, dans un cadre plus général, qui est celui des théories, des représentations, des pratiques, qui structurent un groupe, qui lui donne sa vision du monde, sa compréhension du monde, et par ailleurs qui le coupe du reste du monde. Une telle définition de la démocratie, une telle définition de la légitimité des pouvoirs est évidemment inaudible pour une grande partie du peuple. Mais n'oublions pas que le peuple est un peu débile et qu'il est susceptible d'être manipulé n'importe comment, de détruire la démocratie, bref, que le principe démocratique, le pouvoir du peuple, est un principe fondamentalement risqué, biaisé, en un sens mauvais. C'est pourquoi il faut de bonnes élites pour organiser la compétition, la concurrence, ah non, pardon, l'émulation collaborative. Bien. Anecdote 2 à venir. Mais juste avant de partir, un petit point. Dans l'idéologie, on pourrait dire, libérale européenne, de manière globale, il y a une association qu'il faut bien comprendre. Idéologie, ça rapporte à un conflit, par exemple entre droite et gauche. Or, d'un point de vue technocratique, les problèmes ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont technocratiques. Donc l'idéologie, c'est quelque chose de mauvais. Mais par ailleurs, c'est un peu de gauche. Pourquoi? Parce que si ça renvoie à un affrontement droite-gauche, à un principe de gouvernement en quelque sorte, à l'intérieur duquel s'affrontent des positions de droite et de gauche, sur la répartition des richesses, sur la question des valeurs, sur la question des statuts, sur le mode de régulation des conflits. Alors, d'une certaine manière, on laisse le pouvoir au peuple. Or, le peuple, c'est la gauche. Donc, en quelque sorte, idéologique, ça veut déjà quasiment dire de gauche, du point de vue de ces gens qui ont incorporé en eux cette forme de libéralisme européen et plus spécifiquement l'ordolibéralisme, même si honnêtement les libéraux français sont très très proches de penser exactement de cette manière-là. Quand quelqu'un commence à vous dire cette problématique n'est ni de droite ni de gauche, il faut la régler par la compétence, vous comprendrez qu'en réalité le problème ne doit pas être idéologisé, et par conséquent, il ne doit pas rentrer dans un cadre démocratique, et par conséquent, il doit être éloigné du peuple, c'est-à-dire du truc de gauche là, ou des demeurés, pour qu'on capte ces domaines de pouvoir, pour les donner aux gens compétents, bien, aux experts. Anecdote numéro 2. Alors, voilà comment ça se passe. Je suis donc à l'entrée d'un grand bâtiment dans lequel auront lieu les négociations entre institutions de recherche, start-ups, grandes entreprises, universités, dans le cadre qu'on appellera KIC, c'est-à-dire Knowledge Innovative Community. Et je rencontre un homme de mon âge, un Français, qui arrive et qui est très irrité. Il vient d'une institution de recherche publique et il est très irrité parce que le mot communauté, pour lui, ici, est utilisé de manière incompréhensible. Une communauté, normalement, c'est un groupe à l'intérieur duquel on est solidaire. Et en quelque sorte, on est identique et on se serre les coudes. Et ici, le mot communauté, en fait, est utilisé pour désigner un groupe à l'intérieur duquel on se livre à une compétition. La communauté désigne
en fait un groupe qui respecte des règles particulières, un ordre particulier, ce qui d'ailleurs légitime de payer une équipe, une direction du kick pour organiser cette compétition. Et donc en réalité, ce qui délimite la communauté, ce sont les gens qui suivent la même règle pour la compétition, pour la concurrence, et non pas la solidarité. Et donc en fait, il est blessé dans quelque chose de profond, qui est de dire pour lui, ce qui fait groupe, ce qui fait corps, c'est la solidarité, et c'est pas la concurrence, c'est pas la compétition. Or là, on est dans un cadre exactement inversé de négociations européennes. Ce qui fait le groupe, ce qui doit tenir l'ensemble, ce qui doit produire du commun, ce sont les règles de la guerre, ce sont les règles de la compétition entre les uns et les autres, qui évidemment sera déguisée. On présentera sous une forme très collaborative, on mettra des formes joyeuses, on fera du design thinking, on lèvera les mains en l'air pour dire coucou, on fera des jolis dessins, on utilisera des post-it, des feutres de couleur dans ces sphères de négociation. Ça ressemblera pas du tout à des salons feutrés dans lesquels des aristocrates ou des grands barons de la bourgeoisie capitaliste font des affaires. Non, tout ça est en quelque sorte neutralisé. On utilise des termes de communauté, on parlera plutôt de collaboration plutôt que de compétition, mais la réalité est là. C'est la compétition qui fait la communauté. La communauté n'est pas un lieu de solidarité, le fait d'être ensemble solidaire devant par exemple la dette, c'est ça que ça veut dire solidus en latin au départ, hein. C'est vraiment le fait de faire un seul corps par rapport à une dette. Non, là, au contraire, c'est le fait d'être en compétition qui crée la communauté. On est en quelque sorte dans une dissonance cognitive, dans un choc de représentation. Voilà. Vous voyez avec les deux exemples que je vous ai donnés, comment est-ce que la réalité peut être incorporée et comment est-ce que ça permettra d'avoir un rapport fluide ou au contraire heurté au réel. Or donc, chose première, chose due, quelques éléments d'une chronologie de l'Union européenne. Alors on va commencer après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1945, se dessine progressivement et en fait assez rapidement une part du paysage politique international aujourd'hui, enfin des institutions politiques internationales aujourd'hui, avec l'ONU, la Banque internationale pour la recherche et le développement, la BIRD, le FMI qui est créé. On est aussi dans les suites du plan Marshall. On est dans des grandes constructions étatiques, par exemple en France, en Angleterre ou aux États-Unis, de welfare state ou d'État-providence. Voilà, on essaye en gros d'éviter que se reproduise la Seconde Guerre mondiale, que se reproduise l'affrontement entre fascisme, communisme, libéralisme, etc. Donc voilà, on essaye de créer les conditions d'une paix perpétuelle, si on veut bien, inscrite dans des institutions, avec quelques points de repère très forts. La notion de développement est extraordinairement poussée à ce moment-là. Il y a le grand discours de Truman sur le développement qui va amener à la fondation de la Banque mondiale pour le développement. Et puis, 5 ans plus tard, on a la déclaration Schuman, donc Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, qui nous annonce et qui va formuler ensuite avec Jean Monnet une proposition de fondation de l'Union européenne. Ça nous mène en 1951, traité de Paris instituant pour la première fois la première communauté européenne, c'est-à-dire la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder aujourd'hui comme un contre-pied à ce qu'est réellement l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire une mise en solidarité et non pas une mise en concurrence. On rend solidaire la France et l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni refusera d'entrer comme d'habitude. On rend solidaire ces marchés-là. On ne les met pas en concurrence, au contraire, on évite la crise en les rendant solidaires sur ces données, sur ces bases qui sont en quelque sorte des éléments de survie. Bon, alors,
En 1957, 6 ans plus tard, on va construire la communauté européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique. Pardonnez-moi. Deux choses, là encore, très séparées. Le CEEA, donc sur l'énergie atomique, on rejoint la communauté européenne du charbon et de l'acier, on est dans une mise en solidarité. La Commission européenne, on commence à faire une mise en administration des choses, c'est-à-dire à sortir du politique, à sortir du souverain. D'un côté, on a un principe dirigiste où on mène des politiques de bien commun, de solidarisation, où le pouvoir politique prend de plus en plus de pouvoir à travers la construction d'une technocratie. Par exemple, en France, c'est le moment de la construction de l'ENA, même si ça commence dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté, on commence à viser un marché commun. La CEE, qui rassemble toujours nos 6 pays, la CEE, c'est très concrètement la création d'un marché commun dans lequel on va viser la destruction des droits de douane. La suppression des droits de douane n'arrivera que 11 ans plus tard, en 1968. Vous voyez le temps de processus que ça peut prendre. Alors, ensuite, on a de l'élargissement vers les pays du Nord, vers la Grèce, etc. Je reviens en 1957, on a aussi créé l'essentiel du corps des institutions européennes existantes avec un conseil des ministres, c'est-à-dire une institution dans laquelle les pays demeurent en quelque sorte souverains par rapport à la Commission européenne, qui elle s'autonomise, et une assemblée parlementaire qui deviendra plus tard un Parlement européen, ainsi qu'une Cour de justice des communautés européennes. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on commence réellement à créer un pouvoir souverain, même si le Parlement ne recevra ses premiers élus démocratiquement à travers un suffrage universel qu'en 1979. Vous voyez, 1957, 1979, on est quand même 22 ans plus tard. C'est long. Alors, je ne veux pas marquer tout ce qui a fini par rentrer là-dedans. En 1986, on a l'acte unique européen qui fixe la réalisation du marché unique, enfin qui pose les bases en quelque sorte de la constitution d'une entité économique unique. Alors, on a le traité de Maastricht en 1992 que vous connaissez, et là on passe de la CEE à l'Union européenne. C'est là que naît l'Union européenne. Ça ne date que de 1992. Et alors, quelle est l'idée? C'est qu'on va essayer de créer un pouvoir politique supranational avec 3 piliers communautaires, pardon, 3 piliers, un pilier communautaire, un pilier relatif à la politique étrangère et de sécurité, et un pilier relatif à la coopération dans les domaines des affaires de justice et d'affaires intérieures. Donc vous voyez, là, on crée vraiment un souverain. Avec cette idée que on va être, donc, pour l'instant, c'est un ensemble économique fluide, sans frontières, sans douane, hein, avec une commission européenne qui est en quelque sorte le régulateur technique de cet ensemble économique. C'est cet ensemble qui va produire de plus en plus de normes pour réguler cet ensemble économique. Donc vous voyez, pur ordolibéralisme. On a un espace économique de libre concurrence, ouvert, sans droit de douane. Donc on se met en compétition, c'est le principe inverse de la CK, de la CEEA, donc l'énergie atomique et la communauté du charbon et de l'acier. Et puis là-dessus, sur cette création, donc un ordre organisant la mise en compétition dans un libre marché, là-dessus, on fait apparaître en 1992 quelque chose qu'on va appeler la Maison Europe, c'est-à-dire, à travers l'Union européenne, une communauté politique. On constitue un souverain. Donc par exemple, on va se rendre capable d'avoir des actions militaires, des actions de frontières, aux frontières de l'Europe, communes. On va se rendre capable de coopérer dans les affaires de justice et de faire en sorte que, par exemple, la Cour pénale européenne puisse intervenir d'une certaine manière, se surajouter aux justices locales. Et puis, on se donne la possibilité d'avoir en quelque sorte une diplomatie commune. Donc diplomatie, justice et organisation du marché, sans compter qu'on a mis en place des critères qui sont des critères d'intégration, mais des nouveaux pays, mais qui définissent
évidemment l'identité de l'ensemble politique. Alors ce point des critères de Maastricht et ce point euh, est très très important à deux égards. Alors c'est là qu'on instaure par exemple cette idée que l'inflation ne doit pas être supérieure à plus de 1,5% par rapport au taux d'inflation moyen des trois États membres les plus performants, que le déficit public ne doit pas dépasser les 3%, que les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas être supérieurs à plus de 2%. Je résume, vous n'avez pas le droit de faire marcher la planche à billets, vous n'avez pas le droit d'avoir un taux de chômage trop faible parce que ça créerait un niveau d'inflation trop fort, et par ailleurs, vous n'avez pas le droit de vous endetter trop fortement, le niveau de dette doit être limité à 3%. Donc on instaure une espèce de constitution première qui précède, qui limite l'action économique des gouvernements nationaux, afin d'éviter l'inflation, afin d'éviter les crises, afin de tenir le marché. Et par ailleurs, on va, à travers la Commission, exercer une surveillance afin que les règles de la concurrence soient assurées, il ne se crée pas de situation monopolistique. On va détruire les monopoles existants, et notamment tous les services publics, progressivement. Donc vous voyez, en 1992, toutes les bases de l'ordolibéralisme sont là, posées, instituées, constituées. Et des trois courants qui ont pu fonder l'Europe, c'est-à-dire une forme de libéralisme anglo-saxon et européen de manière plus générale, une forme d'ordolibéralisme allemand, mais aussi et surtout au départ une vision dirigiste à la française dans laquelle la technocratie est là au service de l'État et non pas au service d'une constitution économique stable, ces trois visions-là se sont en quelque sorte affrontées, se sont mélangées, et c'est très clairement euh, la version ordolibérale qui a triomphé. Alors, on a ensuite les accords de Schengen, le traité d'Amsterdam, donc 1995 pour les accords de Schengen et 1997 pour le traité d'Amsterdam, traité de Nice, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. On arrive à un moment intéressant en 2005, la constitution de l'Europe. Alors, la proposition d'une constitution européenne, c'est-à-dire vraiment réussir à poser, à constitutionnaliser le droit privé, c'est-à-dire à vraiment réaliser l'ordolibéralisme. Alors, a été refusée par des référendums en France et aux Pays-Bas, mais elle a été ensuite ratifiée par traité à travers le traité de Lisbonne en 2007. Alors ça, c'est un point très très important, c'est-à-dire que vraiment on a marché sur la démocratie. Confère les deux premières anecdotes dont je parlais. Alors, je voudrais reprendre ça d'ailleurs, vous raconter encore une anecdote. En 2005, lors du traité sur la Constitution européenne et du référendum sur la Constitution européenne, j'étais, moi, à Sciences Po, élève à Sciences Po. Et je voyais exactement se former euh, une espèce de croyance invraisemblable avant les élections, qui était que euh, le oui allait l'emporter, puisque le problème n'était ni de droite ni de gauche, il était technique. Et effectivement, on allait constitutionnaliser la taille des lèches frites dans les usines, on allait constitutionnaliser toutes les normes produites par le régulateur. En fait, au lieu de constitutionnaliser des principes, tous les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, par exemple, hein, mais on va dire, le principe, c'est un État doit être euh, un dispositif qui permet d'assurer un libre fonctionnement du marché, empêcher les monopoles, limiter l'inflation à 3%, pardon, à 1,5%, et à 3% le niveau d'endettement. Donc en fait, la Constitution ne parle plus de politique, la Constitution traite de problèmes techniques. À Sciences Po, à cette époque, tout le monde pensait que c'était bien. Et qu'il était impossible de penser autrement. Et quand les Français ont voté contre la Constitution européenne, je me souviens d'un genre d'effarement. Les gens ne peuvent être que débiles pour avoir pensé ça. C'est-à-dire que ça sortait complètement du cadre des représentations de mes brèves co-religionnaires, si j'ai envie de dire, dans cette école-là. C'est-à-dire qu'on était dans le domaine de l'impensable, l'impensé. Ce qui était bon avait été formulé et devait être évidemment ratifié. Et à ce moment-là, on s'oppose
vraiment entre ceux qui ont le monopole de la pensée technique et qui en ont la compréhension et qui pensent que c'est pour le bien et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas l'expertise spécialisée, ceux qui ne sont pas dans le corps d'élite capable de manipuler euh, les normes, les règles, l'institution, euh, ne sont en quelque sorte autorisés, habilités qu'à dire oui, qu'à approuver. Quand le peuple s'oppose, on ne lui fera pas un procès en méchanceté. On dira qu'il est bête, il n'a pas compris. La pédagogie n'a pas été assez bonne. C'est pourquoi il est parfaitement légitime d'imposer la règle hors d'un processus démocratique à travers un traité. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'un traité dans le fond? Un traité, c'est très simple. C'est un accord qui implique des modifications des relations avec l'extérieur et de l'organisation du fonctionnement politique, institutionnel, commercial à l'intérieur, qui est négocié entre des États. Un traité n'est pas négocié entre des partis à l'intérieur d'un pays, il n'est pas négocié à travers un référendum, il n'est pas négocié à travers des procédures démocratiques locales. Non, non, non. Un traité, c'est un petit corps qui rencontre un autre petit corps et au-dessus de leur corps électif respectif, ils décident quelque chose et ils l'appliquent. Bien. Donc c'est en quelque sorte un moment de captation de la décision. Les acteurs se retrouvent non plus face à ceux qui les ont élus, mais face à d'autres élus. Bien. Alors, je pense que on a un petit peu fini. Le moment le plus important et le plus décisif peut-être dans tout ce processus, même si on ne l'a pas mentionné, c'est le moment de la création de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, finalement, c'est très récent. Elle a l'air si importante aujourd'hui qu'on lui prêterait une origine quasi divine. De tout temps, les hommes ont eu une Banque Centrale Européenne, n'est-ce pas? Elle a été créée en 1998, uniquement. Elle est à Francfort sur le Main. Elle a été créée dans sa structure sur le modèle de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande. Et elle incarne ce principe dans lequel l'essentiel du pouvoir économique doit être autonome, autonome vis-à-vis de la Commission européenne, autonome vis-à-vis du Parlement européen, autonome vis-à-vis des différentes banques centrales, même s'il y a un processus électif entre Banque centrale et Banque centrale européenne, toutes les banques centrales européennes, pardon, et la Banque centrale européenne. Donc c'est vraiment l'autonomisation du pouvoir économique qui s'incarne à travers ça. Son principal objectif de cette superbe institution, c'est de maintenir la stabilité des prix et l'inflation annuelle au-dessous, mais à un niveau proche de 2% sur le moyen terme. Vous voyez comment est-ce que on est en réalité sur des points extrêmement techniques. Qui peut comprendre, par exemple, l'impact d'une décision du genre mon principal taux directeur est fixé à 0%, mais en fait avant il était à 0,05%. Qu'est-ce que c'est qu'un principal taux directeur? Bien. Donc vous voyez qu'à travers la constitution de cette structure, on a sanctifié, du point de vue ordolibéral, une part de la décision, c'est-à-dire l'ordre qui va permettre au marché concurrentiel de fonctionner librement. On est toujours dans ce paradoxe, c'est le contrôle qui permet un fonctionnement libre. Et puis, on a cette captation du politique vers le technique. On a aussi cette distinction entre le corps expert, celui qui connaît, celui qui est capable de discuter, et tous ceux qui ne le sont pas. Anthropologiquement, ça implique que, en fait, on sort de ce que les Grecs appelaient la rhétorique. La rhétorique, c'est un art de parler le langage politique quand on est à l'agora, et ce langage politique doit être un langage simple, un langage que tout le monde comprend, un langage qui n'est pas le langage ésotérique des prêtres, un langage qui n'est pas le langage du peuple, le langage ésotérique du prêtre ou du roi. C'est un langage qui permet à tout le monde de s'exprimer et à chacun de demander des comptes à qui que ce soit. S'il est trop compliqué, on dira par exemple que ce discours sent l'huile. Donc en fait, on abandonne ce principe dans lequel tout le monde peut parler la même langue politique. On crée des corps de spécialistes. Et on crée des institutions décisionnaires qui s'emparent d'une grande part de la décision politique, c'est-à-dire par exemple le mode de régulation des conflits,
la répartition des biens, la répartition des statuts, et cela ne peut plus être discuté par tout un chacun, et ce de deux manières. Non seulement personne n'y est habilité, et il n'y a pas de procédure discursive qui nous habilite à voter pour ça, ou à s'exprimer là-dessus, mais encore, on est à un niveau de technicité tel que euh, ça n'entre pas dans la langue du commun, ça n'entre pas dans votre langue ou dans ma langue que de parler de ces choses-là. Bien, alors, je voulais simplement, à travers ce petit parcours, vous inviter à saisir comment est-ce que on a deux processus à la fondation de l'Union européenne, divergents, et l'un a triomphé sur l'autre. Un processus dirigiste, un processus ordolibéral. Les deux ont la même origine. L'effroi par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et l'effroi par ailleurs par rapport à la crise de 29. Et une dernière source d'effroi, l'effroi de l'opposition en quelque sorte entre mercantilisme d'un côté, on pourrait dire capitalisme protestant, pur libre marché, et le communisme, soviétisme totalitaire, tout ce qu'on veut bien. Donc c'est vraiment cette idée que pour les élites catholiques en France comme en Allemagne, un peu avant la Seconde Guerre mondiale et surtout après, il est impensable de supporter ce conflit entre mercantilisme, c'est-à-dire capitalisme effréné et sans limite, et communisme. Et du côté français, on a dit il nous faut des élites. Il nous faut des élites techniques. Il nous faut des corps d'État. À travers l'ENA, à travers Polytechnique, à travers l'École nationale des ponts et chaussées, qui existait bien sûr, mais dans lequel on investit massivement, à travers les mines, le corps des mines. Bien, on va donc centraliser, on va donc rassembler dans le souverain politique un maximum de pouvoir et mener des grandes actions d'État. On va nationaliser, on va des entreprises, on va faire des actions de grande ampleur dirigées par l'État. Par exemple, ce qui va s'incarner dans la politique agricole commune, c'est auparavant les grandes actions de remembrement et de centralisation décidées par l'État français. Donc, on va solidariser par la décision publique des pans de l'économie à l'échelle internationale. C'est la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On va se lancer dans des politiques de grands travaux. Donc voilà, dirigisme. L'État, le souverain, a de plus en plus de pouvoir, même si lui aussi le rend de plus en plus technique. La technicisation de la décision, du côté ordolibéral, du côté allemand, se fait aux dépens de l'État, qui devient de plus en plus un cadre, une simple structure. La constitution de règles qui sont essentiellement des règles économiques relatives au droit privé. Voilà. Donc, vous voyez comment on a, si on prend ces deux lignes-là, une grande avancée du dirigisme avec l'ordolibéralisme qui rattrape progressivement avec la constitution de la communauté européenne, économique européenne, la CE, puis qui finit par la doubler avec une commission européenne qui devient un principe de production de la norme et qui produit en quelque sorte un univers entier de normes. D'un côté, on renforce le pouvoir du politique, de l'autre, on le détruit. Vous voyez, c'est la différence profonde, mettons, entre un De Gaulle, qui est là, hein, à la fondation de la communauté européenne, et puis, aujourd'hui, mettons François Hollande. Quelqu'un qui a, dans son pouvoir, de plus en plus d'impact, un souverain de plus en plus puissant, et de l'autre côté, quelqu'un qui dit, ben non, il faut suivre les normes, il faut suivre les règles, il faut désincarner le pouvoir, il faut le techniciser, il faut le donner à des experts. Donc c'est vraiment, d'un côté, un renforcement de la souveraineté, et de l'autre côté, au contraire, c'est une destruction de la souveraineté du corps politique institué à travers l'État-nation. Bien, parce que simultanément, évidemment, dans l'ordolibéralisme allemand, on renforce le pouvoir de corps non élus. Bien, on va faire une pause. Alors, pour rebrancher l'histoire
à notre cours sur l'ordolibéralisme et la tentative de comprendre vraiment ce que c'est, je vous propose de partager un article génial de Claire Montgouachon, voilà, qui s'appelle L'ordolibéralisme, contexte historique et contenu dogmatique. Boum, boum. C'est publié dans une revue des droits de la concurrence qui s'appelle Concurrence. C'est très drôle, ça date de 2011. C'est très drôle parce que c'est dans une revue en quelque sorte peut-être plus libérale en un sens que l'ordolibéralisme, peut-être plus dans une tradition plus néolibérale en tout cas, qui saisit très précisément et peut-être grâce à ça la spécificité de l'ordolibéralisme par rapport au néolibéralisme. Cette spécificité, c'est qu'elle commence par ne pas faire confiance au libre marché et par ailleurs par adresser une critique extrêmement violente au libre marché. L'idée est la suivante. Je vous lis directement un passage où elle cite Eucken, donc le fondateur de l'ordolibéralisme. Les méthodes de direction de l'économie décentralisée et administrée ont échoué. Ces deux formes d'économie se comportent de façon très similaire dans leur organisation. Le groupe IG Farben, ou les syndicats de charbon, se sont immiscés dans l'économie administrée allemande pendant la guerre. Entre les trusts américains et les plans centralisés russes, il ne subsiste qu'une petite différence. Le capitalisme et le socialisme se combattent sur le plan doctrinal, mais, de facto, ils se confondent. Donc, en quelque sorte, communisme et capitalisme, libérés, sans aucune forme de contrainte, font la même chose. Pourquoi ? Parce que dans le capitalisme effréné, se constituent des monopoles, des lobbies, des pouvoirs, qui, en fait, se constituent comme pouvoirs privés, et donc, en réalité, se comportent exactement de la même manière que les États centralisés communistes. Il nous dit donc, il s'avère que la garantie de la liberté peut devenir un danger pour la liberté lorsqu'elle autorise la formation du pouvoir privé. Ce qui est assez comique, parce qu'on pourrait retourner ça contre l'ordolibéralisme. Je m'explique. On cite toujours Eucken. La garantie de la liberté, donc le libre marché absolu, se retourne contre la liberté parce qu'il permet la constitution de monopoles de pouvoirs privés écrasants pour le reste de l'économie et qui par conséquent vont troubler la liberté de l'économie et créer la possibilité de crise. Maintenant, appliquons-le à l'ordolibéralisme. Quand on constitutionnalise le droit privé, on peut dire qu'elle autorise la formation du pouvoir privé et donc il s'avère que la garantie de la liberté par les traités, par exemple, peut devenir un danger pour la liberté lorsqu'elle autorise la formation du pouvoir privé, par exemple du pouvoir de la Commission européenne. Amusant, non ? Alors ensuite, elle replace vraiment cette pensée des années 30 dans le contexte catholique et l'espèce de mission que ces ordolibéraux se donnent. Ils parlent de chemin de Damas épistémologique et politique. Et leur but est de, je cite, désidéologiser la science avant d'objectiver la politique. Désobjectiver la science, c'est-à-dire réussir à avoir un droit et une économie complètement dépolitisée, parfaitement objective, pour objectiver la politique. Mais la politique peut-elle vraiment être objectivée ? Il s'agit dans ce cas-là de dire on n'est plus là pour se subjectiver, pour être des sujets politiques, on doit tous répondre à un règlement parfaitement neutre, défini scientifiquement par une science neutre. L'organisation de la vie commune n'est pas le lieu de la subjectivation, c'est le lieu d'une organisation entre agents économiques et techniques. Bien. Ce qui veut dire que par ailleurs, le droit doit être constitutionnalisé, c'est-à-dire rendu stable, immuable. On parle de constitution, par exemple, ça n'est pas un droit jurisprudentiel, ça n'est pas un droit qui est renégocié à travers la jurisprudence lors de chaque jugement. Donc deux choses. D'abord, ici, l'ordolibéralisme démasque le libéralisme dans son caractère monopolistique, oligopolistique, c'est-à-dire la création de petits pouvoirs privés qui deviennent omnipotents au bout d'un certain temps. Et deuxièmement, on est dans une espèce de mission quasi religieuse, moi je parlerais presque de fanatisme de marché. Et à travers cette mission, on doit créer un droit immuable, un ordre sacré, en quelque sorte, qui maintienne l'ordre de marché, c'est-à-dire la possibilité d'un libre marché sans constitution de monopole, donc une libre concurrence. Bien. Alors, ici, on va citer Franz Bohm et Walter Eucken Hans Grossmann-Dörth, donc les trois dont on a parlé dans le cours dernier, dans un ouvrage qui s'appelle Notre tâche, qui est en quelque sorte programmatique, Unsere Aufgabe.
Et que disent-ils? Ils disent la constitution économique doit être comprise comme une décision politique globale sur l'organisation de la vie économique de la nation. Et c'est à elle d'assurer en quelque sorte le libre fonctionnement de l'économie, mais aussi l'ensemble des libertés individuelles. Euh, alors, attendez, il y a un passage que je ne retrouve pas, ça m'énerve. Bien, alors, vous voyez, on revient à des modèles finalement extrêmement anciens, la science royale, quoi, platonicienne, dans laquelle une compétence économique se détache et on trouve la capacité à objectiver purement les principes de l'organisation du commun. Ah, j'ai retrouvé le passage. À l'instar de l'état de droit, l'ordre concurrentiel peut créer un cadre dans lequel la liberté d'action des individus se trouve limitée par l'espace de liberté qui appartient aux autres. Donc, l'ordre concurrentiel doit créer un cadre dans lequel la liberté d'action, je reprends, c'est l'ordre concurrentiel qui définit et délimite la liberté d'action de l'individu. Et ce n'est pas sa liberté, par exemple, d'exercer son droit de citoyen à changer le droit, à transformer le droit. Il s'agit donc, en quelque sorte, c'est marrant, d'un vrai débat sur la liberté des anciens et des modernes. On n'est pas libre en ce sens qu'on est en situation de renégocier ses droits, de s'attribuer des nouveaux devoirs. On est libre en ce sens que on a un espace de liberté défini par un ordre préétabli. Bien. Là où Rousseau pouvait penser que, par exemple, lorsqu'on a trouvé des principes les plus raisonnables possibles, il ne croyait pas en pure rationalité du droit, mais enfin, quand on a trouvé les meilleurs principes, on peut faire semblant de se les être fait chanter à l'oreille par un oiseau divin, c'est-à-dire en quelque sorte donner au peuple à manger, quoi, pour lui faire croire que ce n'est pas simplement l'idée du spécialiste, mais quelque chose qui transcende. Ici, on fonde scientifiquement l'ordre politique. C'est très fort. Désidéologiser la science pour objectiver le politique. Vous voyez comment on arrive à du non négociable en réalité. C'est une procédure de création d'un ordre non négociable qui seul permettra à la liberté de marché de s'exercer positivement. On garde cette croyance néolibérale que la liberté de marché déterminera, créera des conditions de prospérité d'un côté et de liberté individuelle pour les autres, mais on pense que on ne peut avoir cette prospérité et cette liberté qu'à travers un cadre non négociable. Bien. Alors, au-delà de la coloration catholique qui est relativement détaillée dans cet article, je voudrais juste finir avec une petite blague, parce qu'on comprend toujours mieux les choses de ce point de vue-là. Walter Eucken pensait que le point essentiel, le point d'équilibre des sociétés, c'était donc une concurrence pure et parfaite. Or, pour assurer une concurrence pure et parfaite, il faut empêcher la constitution de positions monopolistiques, de positions centrales, de positions dominantes. Et par conséquent, c'est toujours par sa propre qualité qu'une institution qu'un acteur économique doit se faire valoir et rentrer en compétition avec les autres, et pas par des biais détournés. Or donc, il faut empêcher tout ce qui procède d'une captation du public, des consommateurs, par une situation de monopole. Et alors il y a un point, évidemment il faut donc qu'une institution soit là pour assurer la libre concurrence, une haute autorité de la concurrence, on a ça en France aujourd'hui. Hein. Et pour briser la constitution de situation monopolistique, il faut éviter toutes les pratiques anticoncurrentielles. Et une qui est rigolote, il nous dit il faut empêcher les cartes de fidélité, il faut empêcher toutes les démarches qui vont constituer un public captif. Et donc, en ce sens-là, limiter la concurrence. Donc voilà, vous avez sûrement des cartes de fidélité dans votre portefeuille. Sachez que c'est une trace de résistance à l'ordolibéralisme. Bien. Alors, pour en finir, j'ai bien conscience que c'est un cours un peu difficile. Il y a de la théorie, il y a de l'histoire. Il faut réussir à comprendre comment se construisent les idéologies, quel est leur poids, leur ancrage, leur spécificité.
l'écart qu'il peut y avoir entre la sincérité de celui qui la formule et la façon dont ça se déploie dans le monde, l'impact que ça peut avoir, c'est un cours qui est difficile. Mais, cependant, si vous voulez voir ce que c'est, vous avez qu'à ouvrir un journal. Regardez le monde sous vos yeux, vos rapports les uns avec les autres, la concurrence, la haute autorité à la concurrence, ses décisions, tout ça est dans le quotidien des quotidiens d'ailleurs. Donc, j'essaye simplement de vous donner des clés pour commencer à ouvrir les boîtes que vous avez sous les yeux sans les voir la plupart du temps. Voilà. On entrera ensuite dans une approche plus spécifiquement anthropologique en travaillant sur les éléments culturels et notamment ça sera l'objet des 2 prochains cours, la cosmogonie de l'ordolibéralisme. Voilà, j'espère que ce petit pitch par vidéo vous a été utile et puis j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Salut! Voilà.